Il y a pas de popote, il y a pas de cantine militaire, il y a pas de douche, il y a pas tout ça, en fait. Tu vis dans des maisons qui ont été abandonnées par les civils, que les missiles, russes ont à moitié explosé ou les bombes planantes ont à moitié explosé. Tu as froid, tu te laves pas, il y a pas d'eau courante, il y a pas d'électricité. C'est vraiment, voilà. Donc quand je suis arrivé là-dedans, la 1re chose qui m'a marqué, c'est les gars, en fait. C'est les hommes. C'est-à-dire qu'ils ont rien, mais ils partagent quand même avec toi. Les Ukrainiens sont difficiles d'approche. Ils sont plus difficiles à amadouer que des Français, que des Américains ou quoi que ce soit. Ils font pas beaucoup confiance. Mais une fois que tu es rentré, que tu as passé cette espèce d'étape où ils apprennent à te découvrir, ça devient, enfin limite, tu deviens un membre de l'unité, quoi. Moi, on m'a proposé 20 fois une arme. On m'a dit, tu viens avec nous, on veut que tu sois armé. Non, je prendrai pas d'arme. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Jordan Proust, très présent sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Passion Militaria. Dans cet épisode, il revient sur son dernier reportage sur le front ukrainien que nous venons de publier dans le numéro 18 du magazine Défense Zone. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, vous pouvez retrouver ce numéro du magazine en kiosque un peu partout en France et même à l'étranger. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour soutenir notre travail. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Et bonjour Jordan, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Salut, salut. Merci beaucoup de m'accueillir. Bah, écoute, moi, je m'appelle Jordan Proust, j'ai 37 ans. Je suis, alors je fais plusieurs choses. Je suis, enseignant en journalisme à l'université Laval. Les gens me connaissent aussi beaucoup par rapport à Passion Militaria, mes réseaux sociaux, une communauté dédiée au monde militaire et aux collections d'objets de guerre. Et à côté de ça, je suis, journaliste militaire, dans le sens où je suis sous contrat depuis 3 ans avec l'armée canadienne pour la rédaction d'articles. Mais je suis également, journaliste indépendant et en fonction, de l'actualité, je me rends sur des zones de conflit ou sur des zones d'OPEX. Je me suis rendu en Roumanie, avec l'armée française, puis en Ukraine avec l'armée ukrainienne. Enfin voilà, je m'ennuie très rapidement donc je fais le maximum de choses. Super. Alors, entre soi dans le podcast, pour parler un peu d'histoire, pour parler, de ton parcours, mais aussi pour parler, l'angle de cette interview, le mot angle parlera aux profs de journalisme. C'est, le reportage que tu as fait pour nous, pour Défense Zone en Ukraine, où tu es allé voir des combattants français, qui se battent sur place et qui racontent un peu le front et ce qui est chouette, c'est j'encourage les gens à aller lire, ce reportage, à aller voir tes photos et quelque chose qui saute un peu aux yeux, et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant aussi dans les exergues et cetera. C'est le fait que il y a un langage plus ou moins de vérité quand même on n'est pas dans le storytelling classique l'Ukraine, c'est les plus forts et cetera et tu as remis un peu tu as fait ton boulot de journaliste qui est de remettre un petit peu l'église au centre du village et remettre à cœur au niveau d'homme, je cherche un peu l'expression, pour comprendre un peu ce conflit. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce reportage? Comment tu l'as organisé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que toi t'en retires comme leçon peut-être? Ce reportage, enfin ce 2e déploiement, parce qu'en fait ce reportage s'est fait pendant mon 2e déploiement en Ukraine, il a eu lieu au mois de décembre. Alors en fait, je suis d'abord allé une 1re fois en Ukraine au mois de juin-juillet 2024 et suite à ce 1er passage où j'étais avec des humanitaires, même si j'ai côtoyé des militaires, il me manquait en fait cette vision du front, sur les combats, contre les forces russes et j'ai été approché et j'ai aucun problème à dire, j'ai été approché via TikTok et via Instagram par des combattants ukrainiens et français. Faut savoir qu'ils utilisent, très régulièrement les médias sociaux. Faut les imaginer sur la ligne de front, en fait, ça c'est ils combattent pas tout le temps, loin de là. Ils ont des longues périodes d'attente et comme il y a Starlink et comme, les réseaux fonctionnent très bien, ils sont très souvent sur leurs réseaux sociaux et donc ils m'ont contacté en me disant: «Bah, c'est bien, tu es venu en Ukraine, mais nous, ce qu'on te propose, c'est de venir dans les tranchées». Et il y a 2 gars du 97e bataillon, mécanisé qui m'ont contacté et j'y suis allé un petit peu j'allais dire au talent, mais c'est pas vraiment au talent. En fait, j'ai contacté, le ministère de la défense ukrainien qui m'a pas répondu, alors ils m'ont répondu en disant que les demandes d'intégration étaient très compliquées et ils m'ont laissé de là et bah, je me suis dit: «Bah, j'y suis déjà allé, donc je vais y retourner» et donc j'y suis retourné au fur et à mesure de mon avancée en Ukraine. Les les officiers supérieurs de l'unité, du bataillon
et de la 60e brigade mécanisée, dont fait partie le 87e bataillon, ont pris conscience qu'il y avait un journaliste qui arrivait dans leur rang et depuis le début de la guerre, c'était la première fois qu'ils allaient accueillir un journaliste étranger. Donc ils ont commencé à mettre beaucoup de choses en place, ils sont venus me chercher à la gare. En fait, le bus m'a déposé au dernier arrêt de bus de Sloviansk, le plus proche de la ligne de front et les militaires sont venus me chercher pour me ramener sur le camp principal. Écoute, ça a été 10 jours compliqués. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je, tu as tout à fait raison quand tu parles de storytelling que, l'Ukraine, puissance, soutenue par les occidentaux et cetera, c'est tout à fait vrai. Mais moi, ce que j'ai vu dans cette unité-là, c'est pas vrai. Du matériel occidental, j'en ai quasiment pas vu. Moi, à mon niveau, ce que j'ai vu, c'est des hommes, quelques femmes, mais surtout des hommes qui mangent pas à leur faim, qui ont pas assez de munitions, qui ont pas de blindés alors que c'est une unité mécanisée, ce qui est quand même assez incroyable. Ou les quelques chars, disponibles parce qu'en fait la 60e, brigade a un bataillon de chars où en gros on me dit: «Bah, il doit rester 3 chars en état de fonctionnement». Tout ça fait que quand j'arrive et que quand je commence à travailler, alors je faisais une pige, pour enfin j'ai pigé pour plusieurs médias et en fait entre les commandes qu'on a pu me faire au départ et ce que j'ai vu sur place, c'était 2 mondes, c'était 2 mondes. Je m'attendais, enfin peut-être naïvement, hein, mais je m'attendais à une démonstration de blindés, de chars, de drones et en fait non, non, les chars et les blindés, tu les vois, ils sont détruits. Tu les vois par les écrans des drones détruits entre les lignes françaises, entre les lignes ukrainiennes et les lignes russes. Mais tu entends pas beaucoup de moteurs dans un bataillon mécanisé. Je sais pas, il y a pas de popote, il y a pas de cantine militaire, il y a pas de douche, il y a pas tout ça, en fait. Tu vis dans des maisons qui ont été abandonnées par les civils, que les missiles, russes ont à moitié explosé ou les bombes planantes ont à moitié explosé. Tu as froid, tu te laves pas, il y a pas d'eau courante, il y a pas d'électricité. C'est vraiment, voilà. Donc quand je suis arrivé là-dedans, la 1re chose qui m'a marqué, c'est les gars, en fait. C'est les hommes. C'est-à-dire qu'ils ont rien mais ils partagent quand même avec toi. Les Ukrainiens sont difficiles d'approche. Ils sont plus difficiles à amadouer que des Français, que des Américains ou quoi que ce soit. Ils font pas beaucoup confiance. Mais une fois que tu es rentré, que tu as passé, cette espèce d'étape où, ils apprennent à te découvrir, ça devient enfin limite tu deviens un membre de l'unité quoi. Moi on m'a proposé 20 fois une arme. On m'a dit: «Tu viens avec nous, on veut que tu sois armé». Non, je prendrai pas d'arme. Ou on m'a dit enfin voilà, c'est voilà. Et donc quand j'ai commencé à prendre mes notes, je me suis dit que la couverture de l'humain était la seule couverture qui était possible journalistiquement parlant. J'ai fait un article pour un autre média sur, les blindés, parce qu'il y a quand même quelques blindés. Il y a du vieux BMP, il y a du vieux voilà, mais pas à hauteur de ce que j'attendais. Et donc à passer des jours, des nuits avec les gars à se faire viser par les drones, par l'artillerie, par les missiles et bah, cette vision humaine, voilà, j'ai voulu bosser là-dessus et voilà, je suis assez content de ce que j'ai fait là-dessus. J'ai essayé de rester, de montrer ce qui se passait réellement, sans prendre position, et ça, j'en suis assez fier parce que dans ces moments-là, c'est assez difficile et tu sais exactement ce dont, je veux parler, ce moment où en fait tu, as l'impression un petit peu de perdre ta neutralité dans le sens où, tu manges avec eux, tu dors avec eux, tu rigoles avec eux, tu bois un coup avec eux. Au bout d'un et puis ils te sauvent la vie, hein. Moi, quand les drones y tombent, c'est eux qui me disent où je dois me placer. Donc, voilà, malgré tout, je suis très content de ce que j'ai fait. Mmh. Ouais, il y a clairement ce côté, quand tu es embed, parce que c'est le terme technique, dans une section de combat, peu importe l'armée, enfin, peu importe le pays de l'armée en question, mais tu es avec les gens, tu partages leur quotidien. C'est sûr que tu fais partie du truc. Après, je pense que c'est ce que tu apprends aussi à tes élèves en école de journalisme, c'est le fait que tu dois rester, neutre, objectif, en tout cas, viser l'objectivité même si c'est compliqué et derrière faire abstraction de tout ça. Est-ce que tu as eu des moments où ça, tu l'as touché du doigt concrètement ce truc-là? Ah bah, il y a des moments où c'est totalement l'inverse, où il y a des moments où je savais que l'objectivité, je l'avais plus. J'interviewe 4 gars qui sont, 1 Ukrainien et 3 Colombiens et ces 3 Colombiens, on commence à parler un petit peu méfiant, mais les Américains enfin ceux d'Amérique du Sud sont quand même assez, enfin c'est le courant passe très, très bien avec eux
et en fait, je parle avec un mec, Colseigne, partisane sur la prononciation, et on parle et il me dit: «J'en ai ras-le-bol, je suis là depuis 2 ans, j'ai envie de voir ma famille et tout». Alors je lui dis: «Bah, tu t'arrêtes». Il me dit: «Mais non», il me dit: «C'est trop important ce qu'on fait, on a trop de copains qui sont morts, machin». Et il me dit à un moment, «De toute façon, je ne finirai cette guerre qu'en mourant». Ou j'ai plus la terminologie exacte, et je me dis: «Waouh, machin», donc j'écoute, je prends mes notes et tout. Le lendemain, je prends mon bus, ou enfin je sors de la ligne de front, et le commandant me laisse un message et me dit: «Partisan vient de se faire tuer». Et là, à ce moment-là, je suis incapable d'être neutre dans ma pratique journalistique. Je suis dans un vieux bus soviétique des années 80 ou 70. Je suis avec mon ordi, je commence à taper, j'entends ça, je ferme l'ordinateur. Parce que ce que je vais produire à ce moment-là, je serai pas neutre. Voilà. Ça, le moment des drones, il y a 2 fois où on se fait viser par des drones. Quand tu es Quand tu es intégré, embedded, ou quand tu es intégré, tu sais que tu es en danger parce que les militaires attirent le feu ennemi. C'est normal, c'est la guerre, ça fait partie du boulot. Mais quand toi tu y es, que tu as ton casque et ton pare-balles, que tu cours et que tu entends les drones, et que, moi quand je suis allé sur le théâtre d'opération, le commandant de l'unité, le commandant du bataillon m'a dit: «Quand tu entends un drone, tu es mort». C'est vraiment ce qu'il m'a dit quand je suis rentré, et là j'entends le drone pour la première fois et je me dis: «Mais je vais mourir, voilà». Et là, c'est pareil. Là, l'objectivité, très compliquée à conserver. C'est pour ça que, d'un commun accord avec les officiers du bataillon et de la brigade, j'ai préféré me laisser du temps. Heu ne pas produire dans l'instantané. Hem, ça va pas être une critique par rapport à d'autres collègues, journalistes, mais je vois beaucoup de journalistes, on a l'impression qu'ils font des directs et des lives sous le feu ennemi à longueur de journée, et cetera. Il y a beaucoup de fausses situations, et cetera, et j'étais avec une journaliste qui était sur place et qui me disait, il y a tellement de journalistes, ils arrivent, ils restent 3 heures, ils repartent, ou ils veulent juste un plan avec un char qui tire. Le char, il tire, il est même pas sur la ligne de front, et cetera. Je Peut-être qu'il y en a qui arrivent, et tant mieux pour eux. Honnêtement, j'en étais pas capable. Donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser du temps, et tu vois? L'article est sorti dans le dernier mag, ça m'a laissé le temps. Ça m'a laissé le temps. Ouais, parce qu'il faut qu'on précise aussi le fait qu'aujourd'hui on enregistre, on est en début avril et le magazine, sort tout juste, il sort demain en kiosque. Donc effectivement entre décembre et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses et alors c'est assez amusant comme amusant, c'est pas le mot, mais c'est assez surprenant de cette guerre où on parle beaucoup tu vois, cette question de temporalité, ça accélère, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en même temps, ça fait 3 ans, quasi. C'est très lent, c'est parti pour plusieurs années encore, en tout cas de ce qu'on voit sur le terrain. Toi, tu portes quoi comme regard sur cette guerre, plus largement? J'ai envie de dire en étant un spécialiste de l'histoire militaire, en ayant, la culture générale que beaucoup n'ont pas forcément sur les conflits passés. Toi, c'est quoi ton regard sur l'Ukraine? Bah, l'Ukraine, c'est un hachoir, quoi. C'est un hachoir à personne des 2 côtés, et là, je tiens pas à dire juste l'Ukraine, les 2 armées sont en train de, enfin, c'est un massacre au quotidien. C'est tous les jours, il y a des pertes, tous les jours, il y a c'est c'est un conflit qui est bloqué malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les avancées. Il y avait une stat qui avait été donnée, je crois, par Michel Goya à l'époque, qui disait que pour prendre tout le Donbass à ce rythme-là, il faudrait entre 5 et 7 ans aux forces russes. Et on parle que du Donbass, on parle pas de la pénétration vers, Kiev, voilà. Moi, pour y avoir été, et je veux pas, trahir un secret défense parce qu'il y avait des zones qui étaient protégées, mais la sortie du Donbass, elle est minée. Il y a de l'anti-char, il y a tout ce que tu veux. Si les Russes prennent le Donbass, ils iront pas beaucoup plus loin après. Les grands mouvements on a théorisé à partir de la Seconde Guerre mondiale, les grands, déplacements mécanisés de chars, les Panzerdivision, et cetera. On n'est pas du tout dans cette vision-là. L'Ukraine, il faut bien comprendre que les camps se battent pour 20 mètres, se battent pour 500 mètres. Là où j'étais à Terny, qui est pas l'endroit le qui un moment où j'étais était un endroit très, très chaud, mais c'est un endroit, qui est beaucoup moins chaud que Pokrovsk, par exemple, en ce moment, qui est très compliqué. Mais les chars ne servent plus, de force blindée, si je veux dire. C'est quasiment des casemates mobiles, en fait. On fait avancer des chars
pour, comme un blocos qu'on avancerait pour avancer la ligne de front. Il est impossible aujourd'hui d'avoir des concentrations de chars. On l'a vu au début du conflit, il y avait des grandes concentrations de chars. Les drones arrivaient, les javelins, les lance-roquettes, les lance-grenades autopropulsés arrivaient, et puis la colonne était détruite. Aujourd'hui, vous ne voyez plus deux chars l'un à côté de l'autre. D'ailleurs, moi, les blindés que j'ai pu voir, on me les a amenés un à un dans une forêt. On ne me les a pas amenés en terrain découvert parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible en Ukraine. Il y a tellement de moyens de défense. Les drones, ça, on en parlera peut-être plus tard, mais les drones, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Sur le secteur où j'étais, le 97e bataillon, il y avait 12 drones toujours en alerte. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une douzaine de drones dans les airs pour un front de quelques dizaines de kilomètres. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, les drones kamikazes sont prêts à taper. Il y a les Ukrainiens ont des centaines, peut-être même des milliers de drones kamikazes en réserve. C'est-à-dire que la prochaine attaque blindée massive russe, elle sera massacrée par les drones kamikazes, à moins qu'il y ait des systèmes anti-drones qui sont en train d'être développés et qui fonctionnent. Mais pour moi, le conflit actuellement en Ukraine, il est bloqué et c'est pas les petites avancées de 3-4 kilomètres qui font dire que c'est oui, les Russes avancent, c'est une certitude. Oui, les Russes coûtent beaucoup aux Ukrainiens, c'est une certitude. Mais Terni, ça a été une avancée peut-être de 5 kilomètres et ça a pris 4 mois. Ça a coûté combien de milliers de vies? Donc, il faut vraiment se rendre compte que la guerre, quand on dit, succès russe, oui, mais je c'est vraiment, au niveau de la taille de l'Ukraine, au niveau de la taille d'un pays, c'est minime, il va falloir beaucoup de temps et puis, on est sur des pertes qui sont, j'avais donné une entrevue quand j'étais revenu de mon premier voyage en Ukraine. J'avais donné une entrevue à la télévision ici au Canada et le journaliste m'avait dit: «Est-ce que vous savez combien il y a de pertes?» Et sur ma période, sur ma limite du front, où j'étais, à l'époque, j'étais à côté de Selidov. Il y avait on m'avait dit entre 1000 et 1 400 soldats russes tués par jour et sur les réseaux sociaux, on m'avait dit: «Il raconte n'importe quoi, c'est impossible» et cetera et il y avait une étude, des services de renseignement britanniques qui prouvait qu'il y avait entre 1 200 et 1 400 morts russes sur la période du sur la partie front où j'étais. 1 400 morts pour une par jour? Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est 1 400 morts? Les gens se rendent sûrement plus compte et je pense que les médias ont une responsabilité là-dessus, c'est qu'on a insensibilisé la guerre. C'est que la violence du quotidien, la perte de 1 400 personnes, c'est devenu presque pas très grave ou c'est voilà. Donc pour moi, la guerre, elle va durer, elle va continuer à être très meurtrière et je finirai par, ce qu'on m'ont dit parce que moi, quand je suis, avec les gars dans les tranchées, c'est une question que je leur pose toujours: «Et si demain c'est la paix?» Et il y a un tel ressentiment dans l'armée ukrainienne, mais un tel ressentiment, que je vois pas comment il peut y avoir la paix. Il y a eu tellement de morts des 2 côtés, c'est impossible qu'ils viennent se serrer la main. Un peu comme la France et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, un peu comme ces pays qui se sont massacrés pendant des mois, des années. C'est impossible de les mettre à la même table et de se serrer la main. Honnêtement, c'est mon point de vue et aussi bien le simple soldat que l'officier supérieur, c'est pour moi, c'est impossible. Mmh. Ouais, surtout que ça date pas d'hier, ce conflit aussi, quelque part. Il y a une histoire commune, entre ces 2 pays et alors il y a un point très important que dont tu parles. Bien sûr, on va parler des drones parce que c'est aussi, heu, c'est même plus dans l'actu tellement c'est intemporel depuis le début de cette guerre, mais tu vois, il y a quelques jours, on était sur le centre du SOFINS, le centre des forces spéciales à Bordeaux et le chef d'état-major de l'armée de terre a pris la parole pour dire, peut-être approximativement, 53 fois le mot drone, dans ses, priorités, drone, anti-drone et ça a été un comme d'habitude la star du salon. Les drones capables de larguer des choses, et pas que du matériel humanitaire, Ouais. heu ou pas que pour faire du repérage et tu vois, l'armée française s'est beaucoup décomplexée dans ses éléments de langage sur le fait qu'un drone, c'est fait aussi pour tuer. Heu et tu as raison, le fait de banaliser la mort, mais l'armée y est pas pour rien aussi, parce que dans les éléments de langage, on ne parle jamais de tuer des ennemis, on parle d'éliminer. On parle Mmh, pas de soldats français morts, on parle de pertes. mmh. Voilà, tu vois, de la sémantique importante et effectivement, les journaux sont enfin, les médias, ils sont pour beaucoup, mais est-ce que selon toi, d'ailleurs, toi, tu as peut-être le recul que nous, on n'a pas en France, en étant, si loin géographiquement, sur, le rôle des médias et du gouvernement en France aussi sur tout ce qui est désinformation? Parce que, tu vois,
On en parle beaucoup d'ailleurs, c'est toujours amusant de voir l'armée, française ou le ministère, parler de désinformation. Enfin en disant i qu'ils luttent contre la désinformation, sauf qu'ils en sont acteurs aussi, clairement, même presque pas assumés. Toi, tu penses quoi de tout ça? Comment tu le perçois? Alors moi, je réalise en ce moment une thèse de doctorat sur l'intégration des reporters de guerre. J'ai toute une partie sur, justement, cette thématique. Moi, je citerai, Caroline Yaniv-Olivier, qui est une docteure en communication publique, qui explique que la propagande des années 50, on appelle ça désormais la communication publique de l'État. Et je trouve cette formule tellement pertinente et puissante. Quand tu es en Ukraine, il y a 2 propagandes. Tu as la propagande russe, bien sûr, mais tu as aussi la propagande ukrainienne. Quand tu es en France, tu as une propagande d'État. Ouais, ce n'est plus ce nom-là, on a l'impression que c'est devenu mal poli, mais c'est toujours ça. C'est toujours une communication publique politisée ou étatisée qui doit t'amener vers un objectif. Comme journaliste et enfin, on te suit, tout le monde te suit, donc on sait que tu es sur avec beaucoup d'unités, avec beaucoup de structures officielles et cetera. Chacun essaie de vendre son beurre, si j'ose dire. Chacun essaie de t'amener vers un endroit ou une information précise et le problème de cette thématique de la désinformation, la malinformation, la mésinformation, les fausses nouvelles et cetera, Hem, moi, je pars du principe que pour s'opposer à cela, il faut des journalistes formés, compétents, qui connaissent leur thématique. Moi, je vais te donner un exemple je vais taire le nom, mais ici, il y a un général canadien de l'armée canadienne avec qui je m'entends très bien. Il a commandé les forces canadiennes et américaines en Afghanistan pendant 2 ans. Il m'expliquait que le pouvoir politique lui disait: «Bah, voilà, en ce moment, on a beaucoup de pertes, vous avez des journalistes, ça serait bien de leur montrer autre chose». Et ce général me disait: «Quand ils arrivent sur le théâtre, je les mets dans un avion de chasse, je les mets dans un tank. Une journée après, je sais que l'article qu'ils vont faire va être ultra pertinent pour l'armée. Ils vont dire qu'on a du matériel de haute qualité, de haute technologie, qu'on est super et cetera». Il dit: «Mais le journaliste baroudeur qui a déjà fait l'Afghanistan 2 fois, la Bosnie, lui, il veut pas faire un tour de char Abrams, il veut pas faire un tour de char Léopard. Lui, ce qu'il veut, c'est aller voir les gars, il veut aller voir les blessés, il veut aller» et il dit: «Là, la couverture va être moins bonne». Il dit: «Donc ce journaliste-là, je l'encadre plus ou j'essaie de l'amener voir d'autres choses». Ça, c'est de la mésinformation. Ça, c'est de la communication étatique qui vise à cacher certaines choses pour en mettre d'autres de l'avant. Ça existe depuis quasiment toujours. La première personne qui a rendu au quotidien, la guerre, c'est Napoléon, dans ses bulletins de la grande armée et Napoléon, il faisait de la politique déjà à l'époque et bah, depuis, il y a Aimé Jules Binzimana, un chercheur qui a fait un historique de toutes les relations entre les forces armées et les journalistes. Depuis toujours, il y a une puissance politique, étatique, militaire sur les journalistes pour modifier la vision de l'opinion publique, les journalistes étant un rouage de cela. Hem, Quand tu es sur le terrain, en Ukraine, honnêtement, je l'ai moins senti, dans le sens où les gars, ils ont pas le temps de faire de pluie. Enfin, les gars, ils ont déjà pas assez de gars pour aller dans les tranchées. J'étais avec un capitaine qui était mon traducteur et le jour où je suis parti, le capitaine me dit: «Demain, je vais dans les tranchées» et dans la tête, je me suis dit: «Dans l'armée française, j'ai pas souvenir de beaucoup de combats où des capitaines d'état-major finissent dans les tranchées», quoi, tu vois? Il est pas capitaine d'unité, il est vraiment capitaine au sein de l'état-major de l'unité. Bref. Et je me suis dit: «Ouais, les gars, ils ont pas le temps de m'emmener voir certains». Tu vois? On a reçu un beau char M1 Abrams, bah, là, tu sais, ils ont pas le temps, ça, il y a rien, donc oui, tu le ressens quand tu es un peu plus avec des unités derrière, mais honnêtement sur le front, tu le ressens pas. Je l'ai bien plus ressenti avec l'armée française quand j'étais avec la mission Aigle en Roumanie, à Sinciu, la base de Sinciu. Là, j'ai pas de problème à le dire, hein, parce qu'on a eu j'ai été convoqué plusieurs fois à Balard. Mais en gros, il y avait un tir de missile MMP qui avait foiré. En fait, le missile est sorti du tube et s'est planté. Et ben, on m'a demandé de pas le dire quoi, de cacher mes photos, mes vidéos, machin et cetera et ils m'ont dit: «Oui, mais tu comprends par rapport à la puissance de l'armée française à l'est». Qu'est-ce que c'est si ce n'est empêcher le journaliste de faire son travail dans cette livraison de l'information, au grand public? Moi, j'ai l'habitude maintenant parce que, en travaillant avec l'armée canadienne, eux aussi font beaucoup d'affaires publiques
Il y a énormément d'ailleurs ici, les officiers s'appellent pas les officiers presse, ici on les appelle des officiers d'affaires publiques comme aux États-Unis et donc je pense que, près de la moitié du temps, en fait, on me file du contenu pour que je reprenne le contenu de l'armée, quoi. Honnêtement, je te dirais, ouais, quasiment 50 ouais. Donc je paye des c'est une réalité, ouais, clairement. Ouais. Ouais, c'est clair que c'est, mais d'ailleurs ça vient de là, je sais pas si tu connais l'histoire, mais le mot propagande a été, changé en public relations aux États-Unis par, Edward Bernays, le jour où ils se sont rendus compte que Goebbels avait, le livre de ch avait comme livre de chevet, le livre Propaganda de d'Edward Bernays. Là, ils se sont dit: Ouais. «Faut peut-être changer le mot parce que ça fait un peu tâche, quoi». Ah ouais, après, toutes les études, que je peux lire, en fait, sont basées sur la propagande nazie, qui est considérée comme, l'absolue, et la plus grande réussite, si j'ose dire, de propagande, dans le sens où ils ont poussé au maximum cette idée de propagande. Effectivement, c'est devenu un mot un petit peu, voilà, mais en France, il y a un ministère de la propagande, je crois jusqu'au début des années 50, hein, donc c'est vraiment une réalité, la propagande n'a pas disparu parce qu'on a changé le nom, on l'a juste, pimpé quoi, si j'ose dire. Mais c'est clair, et puis les nazis ont pas attendu non plus, ont pas créé le concept de Bien propagande, sûr. de relations publiques, et c'est juste peut-être eux qui ont réussi à plus efficacement que tout le monde à utiliser les médias, en démocratie, donc les médias, bah, la radio par exemple, hein, Hitler avait beaucoup utilisé la radio, et puis ensuite, la télé, tu vois? De Gaulle, c'était un super propagandiste sur la télévision aussi, hein, il a compris ça, et aujourd'hui, c'est le rôle des officiers presse dans les armées de jouer ce rôle aussi de mésinformation, mais clairement de désinformation aussi, quand on demande de mentir pour eux. Et j'ai pas de mal non plus à le dire, et je bosse presque quotidiennement avec des officiers presse, mais il faut avoir, l'honnêteté de le dire quand on est journaliste indépendant que, voilà, Defense Zone ne fait pas le travail de l'armée française, ne fait pas la communication de l'armée française. On a zéro financement et zéro intérêt à le faire. On fait du journalisme comme toi tu le fais, et c'est chouette, c'est pour ça qu'on te reçoit aussi. Hem, Après, je me permets juste, c'est aussi parce que tu as une compétence certaine, parce que tu vois ce que je veux dire? Si demain tu envoies un journaliste, je veux pas citer de chaîne, mais un journaliste qui fait, je sais pas, du généraliste et on lui dit: «Bah, aujourd'hui, tu vas aller dans l'armée pendant 5 heures», là où la journaliste, elle connaît rien. Donc l'officier presse, c'est son point d'entrée et d'échange et c'est vrai que là, effectivement, ça matche beaucoup. Moi, des fois, je vois des reportages ou des choses à la télé, je me dis: «Mais il y a tellement plus à faire que ce qu'on est en train de voir». C'est, et moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai interrogé une dizaine de journalistes, de reporters qui ont été, intégrés, embed, notamment avec l'armée française au Mali et il y a des choses qu'on me dit, je me dis: «C'est juste pas possible de vouloir autant que ça verrouiller». On critique beaucoup d'autres armées pour des choses, mais l'armée française, niveau communication et verrouillage de l'information, le terme de grande muette est pas, est toujours d'actualité, même si c'est plus la même chose. C'est vraiment, moi, je le ressens vraiment comme ça. J'ai jamais été autant contraint que dans l'armée française. ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ben, on renvoie les auditeurs sur l'interview qu'on avait fait avec, Dorothée Olyric, que tu dois connaître sur Oui, France oui, 2. je vois très bien. On parle justement qui était au Sahel et qui était, bien verrouillé, qui racontait d'ailleurs dans l'épisode, qu'en gros, l'officier presse lui avait dit, «OK, les consignes, c'est, si jamais, il y a quelque chose qui se passe, vous ne sortez pas du VAB», et elle avait répondu, «Pardon? C'est Ouais. le but du geste, c'est que je sorte pour faire des choses», et sous prétexte de la protection, de la sécurité, les officiers presse brident les journalistes, et c'est vrai que ce qui est assez, surprenant, et peut-être que tu pourras, m'éclairer parce que je cherche encore la réponse à ça. J'arrive pas à comprendre après, 10 ans à bosser sur ça, pourquoi, il y a ce niveau de verrouillage et d'entrave au truc? Parce que tu vois, j'ai envie de penser que c'est juste de l'incompétence ou de la peur de se prendre un tir par le supérieur, parce que le journaliste a fait quelque chose qui était pas, permis. Mais est-ce que c'est juste ça, ou est-ce que tu penses qu'il y aurait un truc au-dessus? Une autre raison? Ah, hem, moi, je pense que ta 2e partie sur le verrouillage lié, à la peur d'être pris à défaut par sa hiérarchie, moi, je suis 100 d'accord avec toi. Heu, Quand j'ai interrogé 10 journalistes, une dizaine de journalistes, j'ai aussi interrogé 10 officiers presse de l'armée française et un de l'armée américaine et tout le monde me le dit que l'officier est responsable de son journaliste ou de ses journalistes. Il y a une histoire de carrière, c'est-à-dire que, souvent les officiers presse sont des jeunes officiers en début de carrière qui ont fait quelques mois de classe et qui, voilà, donc ils sont, moi c'est ce que me disait un journaliste, très connu, me disait, «Un jeune officier de presse, c'est l'horreur».
un jeune officier de presse, premier déploiement, il t'accueille au Mali, tu as le droit de rien faire. Ce que dit Dorothée, voilà. J'ai une autre journaliste qui me racontait qu'elle était au Mali, au Niger. Elle était dans une base, il y a eu une explosion, il y a eu 2 soldats de blessés, et ben, il y avait un militaire qui était devant sa porte. Mais vraiment, et elle me le dit. Elle me dit: «On a entendu l'explosion, on a vu les secours partir». Elle dit: «Je suis sorti, on m'a» donc l'officier presse était pas dispo, donc un mec me suivait et cetera. Elle dit: «Les blessés sont arrivés, ils ont été mis de côté». Elle dit: «Il s'est passé ça, il y a eu 2 soldats blessés». Elle dit: «J'ai pas une photo à exploiter». Et l'officier presse qui je l'ai dans mon étude, et il dit: «Oui», il dit: «Et si elle avait pris une photo d'un soldat blessé, ça serait remonté jusqu'en haut de la hiérarchie militaire, voire en haut de la hiérarchie politique», et il dit: «Qui se serait fait engueuler? Parce qu'on ne veut pas voir ce genre de photo». Il dit: «Bah, c'est moi». Il dit donc voilà, donc je suis assez d'accord avec toi, il y a cette question de hiérarchie, et moi je pense qu'il y a aussi une tradition dans l'armée française. C'est qu'il y a une tradition. Il y a une autre journaliste, un autre journaliste qui me parle, qui me dit que, il s'est retrouvé en Irak avec, les bérets verts, donc c'est un journaliste US, avec les bérets verts, de l'armée américaine, et il me dit: «Je suis avec l'équivalent d'un officier d'affaires publiques qui est beaucoup plus cool que les Français, et je suis en train d'interroger un mec des forces spéciales qui me dit qu'il a été diagnostiqué trouble stress post-traumatique, qu'il a signé son bon de sortie, qu'il ne devrait pas être dans l'armée, qu'il s'est réengagé et que l'armée l'a accepté». Et il dit à ce journaliste, il dit: «On me surnomme, Baby Killers». Et en fait, il explique que lors d'une opération, il a tué 2 enfants. Il n'a pas fait exprès, mais que normalement, il devrait être plus dans les, et l'officier pré et le journaliste me dit: «L'officier l'OAP me regarde et me dit: Ça va te faire une bonne histoire ça». Et ce journaliste me dit: «J'ai travaillé une fois avec l'armée française, mais jamais, ou combien, jamais l'armée française m'aurait laissé parler avec ce type de militaire, et encore moins m'aurait dit: "Ça t'aurait fait une bonne histoire"». Donc moi, je pense qu'il y a aussi une tradition dans l'armée française de cacher le maximum de choses, et tu as dit un truc tout à l'heure, et mon Dieu, je suis 1000 fois d'accord avec toi, la sécurité opérationnelle, la SecOps, on met un petit peu tout dedans, quoi. L'armée française, dès que ça convient pas trop à leur vision, c'est de la sécurité opérationnelle. Il y en a, je suis 1000 fois d'accord, mais au bout d'un moment, donnez les prénoms des militaires, grade, prénom. Le sergent Jordan. Quand dans le même temps, tu es avec l'armée canadienne ou américaine où on te donne nom, prénom, adresse, enfin, tu as toutes les infos. J'ai vraiment du mal à comprendre. J'en ai parlé avec plusieurs OAP, officiers presse en France, et ils disent: «Oui, mais on fait comme ça depuis maintenant des années et des années, donc pourquoi ça changerait?» C'est quand même assez, honnêtement, là-dessus, c'est quand même assez dingue, quoi. Les officiers presse sont plus royalistes que leur roi, je pense. Ouais, c'est clair. Ouais et puis ils croient en fait, j'ai l'impression même qu'ils croient à leurs mensonges quelque part aussi quand tu te parles de SecOps ou enfin c'est hallucinant mais bon, c'est vrai que ce qui manque aussi, c'est pas mal de courage à ces gens, mais bon, après il y en a des très bien, on va pas Tout à fait. jeter la pierre, moi j'en connais des très, très bons heureusement, ils sont très minoritaires mais il y en a qui sont très bons. On les embrasse. Heu, pour, pour revenir un peu sur ce que tu sais sur la question des drones, parce que c'est un truc je me souviens dès les premiers reportages qu'on voyait passer, je pense à Régis Le Sommier, qui en Ouais. parlait beaucoup, parce qu'il est allé aussi côté russe, c'est un des seuls à l'avoir fait, qui parlait beaucoup des drones. Aujourd'hui, c'est une évidence, presque banale et pourtant, c'est aussi quand on discute un peu avec des officiers je pense aux gens du combat futur, avec qui j'ai pu échanger dernièrement, qui pensent à la doctrine de demain sur les combats de l'armée de terre et des armées. Le drone, c'est une priorité de toutes les priorités. Et c'est très récent, en fait, au final, le fait qu'en plus une nation puisse en imprimer en 3D, à un rythme industriel, viennent chercher des petits geeks la chambre de leurs parents pour les piloter parce que ça fait un peu, «Tu es bon à Call of Duty, viens te battre», avec des drones. Comment toi tu le perçois ça? C'est une surtout au niveau, tu vois, à l'échelle, de l'histoire militaire, en fait, c'est une révolution? C'est vraiment une révolution Ah, pour technologique? moi, c'est une révolution, c'est un game changer qui est juste, de manière plus générale, puis après je te parlerai un peu plus d'Ukraine si tu veux, mais de manière générale, moi, la première fois que j'entends parler du drone à ce niveau-là, c'est pendant le conflit avec l'Arménie, et moi, je suis en train d'interroger, je suis au 1er RCH, je suis avec le colonel de Féligonde, qui a commandé notamment, les forces françaises en Estonie, je crois, dernièrement. Et lui me parle de mettre des drones sur un char, et il me dit: «Le futur, c'est des chars porte-drones», et on en parle, on échange. Il y a eu le conflit, en Ar avec l'Arménie, je dis: «OK».
Et moi, je commence à m'y intéresser parce que pour moi, c'est super, intéressant, important. Le drone pour moi, c'est un game changer pour l'instant parce qu'on n'a pas encore trouvé la parade. Mais le jour où on trouvera la parade, le drone sera un élément du champ de bataille. Il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui en demandent et il y en a très peu, c'est des espèces de brouilleurs de drones. Alors attention, on n'est pas à la télé ou quoi que ce soit. Les brouilleurs de drones sur une espèce de bulle qui va de 10, 15, 20 mètres brouilleraient les fréquences. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas exploser, ça ne veut pas dire que la trajectoire va changer. Ça veut juste dire qu'en fait, il y a une perte de contrôle de l'opérateur et en fait, le drone, bah, il est un petit peu plus erratique. Ce qui peut sauver des vies, hein, je ne dis pas le contraire. Ça, c'est des patchs sur une blessure. C'est-à-dire que tu es ouvert en grand et tu mets un pansement. C'est pas une réponse stratégique à long terme. Maintenant, un drone, parce que là, j'ai rencontré dans le 97e bataillon l'officier qui s'occupe des drones, qui est d'ailleurs le seul officier qui n'ira jamais au combat, parce qu'il a une telle compétence dans le technique qu'on ne peut pas s'en passer. Et il me racontait, il me dit: «Mais un drone kamikaze», parce que moi j'en ai eu dans les mains et d'ailleurs, j'ai une photo sur mes réseaux où j'ai essayé d'en ramener un drone kamikaze russe qui s'est écrasé juste à côté de notre position, bref. Et en fait, un drone, dans tu l'as dans la main, tu te rends compte que ça vaut rien, quoi. Ça vaut, et l'officier me dit: «Ça vaut peut-être 100 $ US à fabriquer». Mais le développement d'une compétence anti-drone, ça coûte combien de millions ou de dizaines de millions de dollars ou d'euros avant que ça soit réellement fonctionnel? Tu vois ce que je veux dire? Parce que les fusils anti-drones, on les voit, mais c'est très bien les fusils anti-drones, mais c'est pour un drone, 2 drones à la rigueur qui vont arriver sur un quand tu te retrouves en ce moment, là, pendant qu'on parle, donc pour moi, il est encore le matin, mais là, pendant qu'on parle, il y a peut-être 500 drones en l'air en Ukraine, côté ukrainien et peut-être 2 fois plus côté russe. C'est pas un fusil qui va aider là. Là, il faut une réponse globale et stratégique à cette problématique de drones. Pour aller sur une vision plus locale de la chose, le drone, c'est une chose, en fait, tu les entends tout le temps les drones, tout le temps. J'ai entendu des drones tous les jours. Tu as les gros drones d'artillerie, d'observation et cetera, de collecte d'infos. Eux, tu les entends absolument tout le temps, mais ils sont hauts, donc voilà. Les drones kamikazes, tu en entends et je peux te certifier qu'au-delà de la puissance et du fait que ça peut tuer des gens et détruire un char, sur le moral, sur la manière de se comporter, j'ai interrogé, bah, il est dans l'article du prochain mag, enfin du mag. On parle de Bastos, qui est un ancien soldat français qui s'est engagé dans l'armée ukrainienne. Et lui m'explique que la présence du drone est telle que ça supprime quasiment tout l'intérêt de l'entraînement, à la française. Dans le sens où on t'apprend à te déplacer en colonne. On t'apprend et il dit: «Mais personne se déplace en colonne en Ukraine. Personne, parce qu'un drone va tuer 4 soldats dans la colonne. Donc en gros, la colonne n'existe plus». Il dit: «Tu cours, celui d'après court, celui d'a» et en fait, il dit: «Le drone a cette particularité qu'il y en a tellement qu'il est pas cher et que c'est très facile à piloter, c'est pas un char, c'est pas un Leclerc, c'est pas tout ça, que en fait, ça modifie absolument tout. Je donne un autre exemple, il y a plus de cantine militaire. De un parce que c'est chiant d'avoir une cantine militaire, mais c'est juste que chaque rassemblement de soldats devient une cible de choix. Moi, il y a un moment, je suis en Ukraine et ça fait déjà plusieurs jours que je suis avec les gars et un Ukrainien, m'emmène et me dit: «Bah, il y a pas de café, il y a pas de tout ça». Et il me dit: «Tu veux un café?» Je dis: «Bah, franchement, oui». Pas l'espèce de jus qui te servent, qui est décoloré, mais il me dit: «Il y a une vraie machine à café». Je dis: «Bah, super». On se dirige en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on est dans un village qui doit faire 70 maisons, qui est bombardé tous les jours, mais il y a une jeune fille qui est restée et qui tient une espèce de supérette. Alors, pas une grande supérette, mais qui a quelques trucs. Et cette jeune fille, elle a une Tassimo et donc pour je crois que c'est 20 centimes d'euros, elle te fait un café. Et en fait, ce matin-là, j'arrive, il y a peut-être 20 soldats en train d'attendre leur café et arrive un officier dans sa voiture qui hurle et moi je comprends rien, mais le traducteur me dit: «Il est en train de les engueuler parce qu'ils sont en train de se rassembler. On leur demande dans les tranchées, lors de déplacements, de ne pas être rassemblés». Il dit: «Et là, un drone va tuer 2 sections complètes, tout ça parce que vous voulez boire votre café». Et donc après, et bah, les gars ont eu interdiction de se rassembler pour du café. À cause de quoi? À cause de la menace du drone qui est juste, et pour finir sur ce point, le drone a cette particularité, c'est sa vitesse, encore qui est jamais vue.
l'officier en charge des drones me disait qu'un drone avec 1,5 kg, 2 kilos de C4 ou d'équivalent, ça peut monter jusqu'à 110-115 km/h. 115 km/h. Quand tu es dans une tranchée, que tu as ton casque, ton pare-balles, ton arme, et cetera, tu as 30 kilos dans le dos ou on va dire 20 kilos dans le dos, tu peux pas courir. Enfin, tu peux courir, mais pas au point où tu peux semer un drone ou quoi que ce soit. Donc le drone, il faut bien prendre conscience que c'est la menace numéro un. La majorité des pertes dans l'unité où j'étais, c'était les drones. C'était pas l'artillerie, c'était les drones. Parce que les mecs les opérateurs sont devenus tellement bons que maintenant un drone peut rentrer dans une casemate. Un drone peut rentrer dans l'habitacle. On en a vu plein des vidéos où les mecs rentrent par les trous des chars, tu sais, par les écoutilles de chars. Tu te dis, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est, et puis, dernière chose sur les drones, c'est que, et ça j'ai appris ça, j'étais estomaqué, c'est que les drones sont utilisés avec de l'intelligence artificielle en Ukraine, côté ukrainien et côté russe. Et l'officier me disait, on a un logiciel, enfin on a un système d'intelligence artificielle qui s'occupe des drones en l'air. Lorsque les drones détectent ce qui semble être un ennemi, parce qu'ils ont des modèles qui sont préchargés, des ennemis, des chars et quoi que ce soit, le drone se déplace à proximité et après, on a une alerte qui nous dit, là, il y a potentiellement un char, il faut que vous le détruisiez. Enfin, il faut reprendre la main. Et là, un opérateur met son casque, prend les commandes du drone, et c'est ce qu'on voit à la télé, va venir exploser le char. Mais au début, c'est de l'IA. C'est de l'IA. C'est pas les gens qui sont toute la journée avec leur casque en train d'attendre. Voilà. Non, non, c'est pas. Il y a de l'IA qui gère les stocks de drones, qui gère les déplacements, les déplacements des drones. Et tu te dis que tu es dans la boue, tu as pas à manger, que tu te laves pas, mais en même temps, tu as de l'intelligence artificielle dans le blocos à côté qui permet d'utiliser les drones. C'est vraiment une dystopie qui est juste incroyable. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce décalage énorme entre la nouvelle technologie et même, bon, là, on parle de drones à quelques centaines de dollars, mais on peut parler des munitions téléopérées par des géants, qui coûtent des millions, ou des énormes missiles aussi, qui sont tirés, qui coûtent des centaines de milliers, voire des millions d'euros aussi. Et au final, ce qui fonctionne, on l'a vu toi et moi, hein, quand tu es dans une tranchée et que tu vois un mec te raconter, te dire que toute la bouffe est dans des caisses pour éviter que les souris viennent le bouffer. C'est des anecdotes, presque de poilus, en fait, de la Première Guerre mondiale. Même si Tout à fait. la comparaison, je sais pas pour toi, mais moi, elle m'avait un peu, chafouiné quand j'étais dans les tranchées parce que tout le monde disait à Paris, «Ouais, ça doit être, tu sais, ça doit être comme dans les tranchées de 14, c'est Verdun». En fait, pas du tout, il y a quand même énormément de différences, tu pas des mecs partout dans les tranchées, tu as des kilomètres de tranchées vides parce que, bah, tu pas des gens partout. C'est quand même très différent de ce qu'on imagine. D'où l'intérêt d'aller sur le terrain. Mais, c'est vrai que c'est intéressant ce côté, décalage entre la nouvelle technologie et l'humain qui fait que, bah, ça reste un mec avec un fusil. Hem, d'ailleurs, j'ai une question, le régiment dans lequel tu étais, c'était l'armée régulière? C'était pas des bataillons volontaires? Non, non, c'était l'armée régulière. En fait, les étrangers, quand ils rentraient, enfin, c'était valable pendant, quasiment 2 ans et demi. Quand ils rentraient, on les emmenait directement à la Légion des volontaires étrangers, qui a été créée par Zelensky au tout début de la guerre. Mais rapidement, l'armée ukrainienne s'est rendu compte que dans cette légion, il y avait du très mauvais. En gros, des gars qui se sont levés un matin, qui ont dit: «Je vais aller combattre parce que j'adore Call of Duty», et je dis pas ça en rigolant parce que j'en ai rencontré. Et à côté de ça, tu avais des super experts, des IOD, enfin des mecs des mineurs, tu avais des tireurs d'élite, et ils se sont dit: «On peut pas avoir, cette espèce de disparité où dans la même unité, on va avoir un soldat d'élite qui a fait 15 ans et qui a fait, 3 théâtres d'opération, et l'autre qui sait même pas se servir d'un fusil». Donc ils ont commencé à prendre les spécialistes, les meilleurs, et à les mettre dans des unités régulières. C'est pour ça que les gars que j'ai rencontrés étaient dans des unités régulières, et là, en fait, aujourd'hui, ceux qui sont dans la Légion, c'est juste de l'entraînement. La Légion des volontaires étrangers, ils font quasiment, c'est comme un centre de recrutement. Les gars, maintenant, sont directement envoyés dans des unités régulières de l'armée, ukrainienne, ouais. Mmh. Je te demandais ça parce que j'avais vu sur le terrain qu'il y avait une grosse différence entre les bataillons de volontaires, qui sont des sortes de réservistes, qui se sont activés un petit peu tout seuls et qui opèrent en soutien à l'armée régulière, mais qui au final sont équipés de façon privée, donc Mmh. mieux parfois, hein. Ils sont déguisés en FS, ils ont leurs propres fusils et tout et cetera, et quand tu vois l'armée régulière, ça fait un peu bizarre, quoi, parce que tu as des gens qui ont été appelés, certains qui ont été même forcés à venir, et qui en a pas demandé l'avis. Hem, c'est vrai que c'est un peu étrange ces 2 côtés. Après, tu as certaines de ces c'est quasiment comme des milices, quasiment, parce qu'elles sont financées ou autofinancées ou financées par l'étranger ou par des riches donateurs, en Ukraine.
Tu as qui sont excellentes dans le sens où, elles sont créées depuis 2014. Azov, tout à la base, n'est pas de l'armée régulière. Ils ont été intégrés depuis. Alors Azov, il y a le côté néo-nazi et cetera. Je vais percer un ballon et je suis sûr que tu as vu la même chose que moi. Oui, il y a des aigles, oui, il y a des ce qui ressemble à des croix gammées, il y en a et cetera. Moi, je vais parler de la combativité et de le la valeur au combat. Les brigades Azov, parce que maintenant il y en a plusieurs, sont de haute qualité et pourtant à la base ce sont tous des volontaires, c'est une milice privée, c'est un groupe privé et justement qui a été intégré, donc maintenant c'est une unité régulière de l'armée ukrainienne, mais il y a du très bon et effectivement, il y a du très mauvais, mais moi, je vais te dire un truc, les gars avec qui j'étais, me disaient que, d'une unité à l'autre, d'une structure dirigeante à l'autre, tu passes du tout au tout. Moi, j'ai un copain qui y est actuellement, qui est devenu un copain, quand il était au 97e bataillon avec moi, il avait une AK, une AKM de 1978 ou 1979. Il rigolait là-dessus parce que la son arme était plus vieille que lui et là, il a changé d'unité et là, il a un M4 de la américain, quoi et donc il se dit: «Mais rien que l'armement, c'est rien que ça». C'est et effectivement et l'unité, là, la brigade où j'étais, donc il restait plus que 3-4 chars et c'était des vieux Léopard 2 et cetera et l'officier me disait, «C'est dommage que tu sois pas allé à l'unité qui était au nord parce qu'ils ont des Abrams, des M1 Abrams tout neufs». Je fais: Mmh. «Ouais, bon, bah, j'ai pas choisi la bonne unité», mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a une disparité et les Russes le savent. Les Russes le savent et il y a souvent des coups de butoir qui sont faits contre des unités plus faiblement, armées ou avec de l'armement un petit peu plus vieux. Mais oui, oui, non, non, c'est dingue et je rebondis, pour finir sur cette idée de tenue FS, c'est un truc de fou. Tu as l'impression tu as des unités, tu as l'impression que ce sont des unités de forces spéciales parce qu'ils sont tous il y en a même qui ont des, tu sais, des micros de gorge et cetera. Tu te dis: «Mais what the fuck?» c'est non, non, il y a des il y a des choses qui sont, alors, ils essaient de se différencier. Il y en a qui ont tel type de veste, telle veste, c'est telle unité, voilà. C'est assez, assez marrant à voir, mais c'est vrai que par rapport à une armée conventionnelle, enfin, c'est une armée conventionnelle, mais par rapport, je sais pas, tu prends l'armée française où tout le monde a le même uniforme, vraiment les FS ont vraiment des particularités. Là et puis en plus, ils ont des surplus militaires, enfin des magasins de vente où tu peux vraiment acheter du matériel officiel pour des civils. Enfin, moi, j'ai du matos officiel qui m'est, venu de ce type de truc, quoi. Les i voilà, c'est vraiment particulier, honnêtement, c'est vraiment un petit peu particulier. Ouais, c'est clair. Hem, ça me fait arriver sur un autre sujet qui va sûrement démonétiser cette vidéo, si elle l'était pas déjà, mais on compte sur les gens qui nous écoutent pour aller, s'abonner à Défense Zone et soutenir notre média de cette façon-là, parce que Google a ses limites. Heu, tu vu ce placement produit comme il est bien subtil? Il est très bien amené, il est très fin et je l'appuie à 100 parce que honnêtement et on en parle 10 secondes, c'est tellement important d'avoir des journalistes indépendants. Moi, je te suis, on se connaît depuis plusieurs années maintenant. Moi, c'est tellement important d'avoir, heu, tu vois, les grands reporters de TF1, du Monde et cetera, c'est très bien parce qu'ils vont amener une vision, mais les reporters vraiment indés, qui se démerdent, qui prennent le bus, machin, qui forcent la porte et cetera, ça, c'est une information que sinon on n'aurait pas. Et ça, c'est important et c'est justement grâce aux gens qui participent, qui payent directement, qui font des dons que c'est possible. Vraiment, non, mais moi, j'appuie vraiment là-dessus. Il faut, la France se gargarise d'une pluralité de médias. OK, allons-y jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout et aidons les reporters indépendants ultra spécialisés à vivre de leur travail. Tu sais qu'on n'est pas nombreux sur ce créneau-là et la plupart de nos collègues, tu vois, moi j'ai un copain, il a du mal à payer son loyer, quoi, donc et pourtant il fait un travail qui est pour moi essentiel. Ouais. Non, mais c'est clair et pour terminer sur ça, on demande même pas de dons, tu vois? C'est parce que je sais pas si tu vois quand on analyse un peu les autres médias, on se rend compte qu'il y a beaucoup ce système, tu vois? Alors beaucoup de presse de gauche, d'extrême gauche, j'ai remarqué, font des appels aux dons. Je pense que c'est aussi très politisé, mais sur Défense Zone, vous verrez jamais un bouton, «Faites un don». Nous, on est là pour vendre de l'information, pour vendre des magazines, des livres et c'est en achetant ces livres et ces magazines que vous nous soutenez. Mais on vous donne quelque chose de valeur entre c'est Ouais, pas juste une défiscalisation, hein, ouais. comme vous le voyez ailleurs et c'est toujours marrant d'ailleurs de voir la presse de gauche faire de la défiscalisation. Heu, petit truc. Sachant que nous, on est ni de droite ni de gauche, ça aussi je t'en en parlais et justement, je voulais parler avec toi de ce sujet qui est enfin pas l'extrême droite parce que c'est différent, mais le fait qu'il y ait des brigades nazies,
en tout cas appelés comme tels sur le terrain, parce que c'est une des questions qui revient souvent. C'est un peu la raison d'être de cette opération spéciale, et là je fais des guillemets, même si on ne les voit pas, de Poutine, qui est parti en quête de dénazification du territoire. Quand on voit la brigade Azov, quand on discute effectivement avec des mecs qui ont un humour parfois très subtil ou pas, Heu, on se rend compte qu'effectivement, la vérité est compliquée. Maintenant, quand on commence à s'intéresser à l'histoire, passée, l'histoire, européenne, on se rend compte que, le nazisme n'a pas la même, définition, signification qu'on soit à l'est ou à l'ouest de l'Europe. Tu parlais de l'Estonie tout à l'heure. L'Estonie est quand même un pays qui a été libéré par les nazis, sur les soviétiques, et une de leurs fêtes nationales est le jour où, les croix gammées sont arrivées dans le village. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui de remettre en cause ça pour des gens qui ont vécu ces histoires-là. Hem, Sans être catalogué, extrême droite, extrême gauche et cetera, comment on fait pour expliquer aux gens, surtout sur un média, la réalité du terrain, le fait qu'il y ait des gens qui aient une sensibilité, politique, idéologique, assimilée au nazisme, dans un conflit ouvert comme celui de l'Ukraine? Comment on explique ça aux gens, selon toi? Ah bah, c'est vraiment difficile. C'est lié au fait que le discours politique en France est vachement appauvri. C'est-à-dire que, il y a plus d'arguments qui sont développés, il y a plus de vraies réflexions. Maintenant, c'est, bien, pas bien et puis on est catalogué, d'extrême droite. Moi, j'ai pas de problème à dire que je me suis fait cataloguer d'extrême droite à plusieurs reprises. Parce qu'effectivement, moi, notamment en Ukraine quand je suis revenu, moi, je le dis très clairement, le 97e bataillon mécanisé, c'est l'unité qui s'est reformée sur les bases de la brigade Azov-Kharkiv. Azov était devenu tellement grand qu'ils ont créé des bataillons et des brigades, semi-autonomes, et il y en avait une qui s'appelait Azov-Kharkiv qui était pour la défense, la reprise de la ville de Kharkiv. L'unité s'est fait, massacrer, et donc dans ce 97e bataillon, il y a des anciens d'Azov. J'ai d'ailleurs dans ma collection personnelle un uniforme d'Azov qui m'a été offert par un vétéran de la bataille de Kharkiv qui est aujourd'hui mécanicien, pour l'armée, bref. Hem, En fait, notre histoire ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir un recul ou d'avoir une vision sur le nazisme qui n'est pas celle qui est partagée par tous et par toutes. Hem, la vision du nazisme en France n'est pas la même qu'aux États-Unis, n'est pas la même qu'au Canada, n'est pas la même que dans les pays de l'Est, n'est pas la même qu'en Pologne et cetera. Hem, j'ai vu des patchs néo-nazis, j'ai entendu des paroles néo-nazis, j'ai aucun problème à le dire, mais c'est vraiment, vraiment à la marge. Ce que j'ai entendu par contre, c'est que les SS, les soldats combattants SS, étaient les meilleurs combattants de, l'histoire. Qu'ils ont, résisté au ils ont libéré les territoires à l'Est, puis ils ont résisté à 1 contre 10 et ils ont réussi à battre les soviétiques, les Russes à cette époque-là. À aucun moment on a fait référence à la question, à la Shoah ou quoi que ce soit. C'est vraiment ils ont vraiment une vision militaire de la chose. Vraiment l'ESS, l'allemand, soldat d'élite, qui a protégé et qui a combattu jusqu'au bout la menace russe, russo-soviétique. Aujourd'hui, elle est russe, avant elle était soviétique, et en fait, c'est vraiment les Russes qui ont redéclenché cette vision, en attaquant en 2014, en prenant la Crimée et en déclenchant dans le Donbass. Parce que la brigade Azov, avant, elle n'existe pas, parce que, dans les années 70, 80, 90, il n'est pas question de ça, et en fait, c'est vraiment face à la menace russe que les Ukrainiens se sont rappelés de leur grand défenseur, alors dont j'ai mangé le nom, qui est, le grand défenseur de l'Ukraine à cette époque-là, qui s'est allié avec les nazis, allié de circonstance contre les soviétiques. J'ai jamais vu de salut nazi en Ukraine. J'ai quand même fait plusieurs unités, j'ai pas vu de salut nazi. J'ai vu quelques patchs, j'ai pas de problème à le dire, qui faisaient beaucoup rire les gars qui les portaient pas. J'ai en tête un ou 2 tatouages, fil barbelé et cetera, mais enfin, j'ai envie de dire, pas plus qu'ailleurs. Honnêtement, j'ai vu des gars dans l'armée, américaine, avoir des propos très limites. J'ai vu des gars dans l'armée française avoir des propos limites aussi, et on dit pas que l'armée française est nazie. Donc voilà, et elle ne l'est absolument pas. C'est ça, c'est là le point où je vais. Qu'il y ait une espèce de réflexion par rapport à ce passé, d'alliance avec les nazis, c'est une certitude. Croire que l'armée ukrainienne aujourd'hui est nazie, c'est non, et je finirai là-dessus, et c'est le gars d'Azov qui me disait ça, le sous-off. Il me disait: «De toute façon, ceux qui avaient la vision,
on va dire, pro-nazi de la chose chez Azov. Il m'a dit: «Ils sont tous morts». Il m'a dit: «Donc il y en a plus, ils sont tous morts». Il m'a montré une photo et ils étaient 4 et il m'a dit: «Les 3 autres sont morts». Donc vraiment voilà, je j'ai pas fait toutes les unités, j'ai pas parlé aux 1 million de soldats ukrainiens qui sont sur la ligne, mais de ce que j'ai vu, voilà, j'ai très peu de mal, à imaginer que, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait des saluts nazis, dans les, unités ukrainiennes en se levant le matin. Mmh. Bah, après l'armée française, si tu lis Mediapart, il y en a partout, hein. Ouais, ouais, Mediapart, je moi, je l'ai lu, hein, cet article-là et j'ai un bon copain à l'armée qui connaît un petit peu ces cercles-là et quand on parle de, 15 ou 20 Gus, sur une armée de 250 000, on est au-delà de l'infime donc moi je mais bon, ça c'est, je respecte tous les médias, il y en a juste certains que je lis pas spécialement. Ouais et puis sans parler du fait que les 15 mecs en question, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment au enfin, tu vois? Est-ce qu'ils ont une vision au truc, qui est réelle? Est-ce que enfin, c'est toujours ça qui est assez, délicat, c'est qu'il faut faire la part des choses entre Bien sûr. ce que certaines personnes vont dire et la réalité, ce que ça peut être derrière. Mais, bon après c'est beaucoup une instrumentalisation aussi, politique. Le simple fait que ça pose pas trop de problèmes, hem, au gouvernement français de soutenir l'Ukraine, si ouvertement et faire abstraction de tout ça, c'est aussi une façon de c'est un choix politique aussi quelque part. Sûr. Après moi, tu sais, sur un autre plan, moi je fais les commémorations en Normandie, hein, au mois de juin tous les ans. J'ai un paquet de gamins qui on voit un paquet de gamins habillés en allemand, des fois même en SS. Je suis pas en train d'imaginer quand ils rentrent le soir chez eux, ils font des saluts nazis et cetera. Il y a une l'histoire elle est complexe, elle est immense. Jean-Luc Leleu a écrit un bouquin qui s'appelle Waffen SS, soldats politiques en guerre, qui est son ancienne thèse, il est au mémorial de Caen. Heu je pense qu'avant de débattre sur le nazisme, on va proposer à tout le monde de lire ce bouquin qui fait 1 200 pages et en fait, ça va remettre beaucoup de choses à leur place, sur ce qu'était réellement, les SS et ce qu'était réellement le nazisme dans l'appareil allemand. Mais voilà, c'est tellement complexe que mais aujourd'hui, tu le sais, les médias sont dans une, on raccourcit l'information, on essaie d'en faire c'est l'information en 140 caractères, c'est l'information Twitter. Donc effectivement, quand on dit, les néo-nazis sont dans l'armée ukrainienne, c'est difficile de faire un 1000 mots pour expliquer ce qu'il en est réellement, c'est mission impossible et puis je veux dire, ça intéresse pas tout le monde donc c'est voilà. Oui, c'est ça, parce qu'au final, même quand tu expliques des choses qui pourraient choquer les gens sont pas forcément choqués. Quand le simple fait qu'on ait un parti communiste en France, quand on sait ce qu'était le vrai communisme en termes de bilan humain, Me lance pas là-dessus, me lance pas là-dessus. voilà, on parle de plus de millions de personnes, enfin Ah oui. et ça choque personne après de voir des gens manifester pour le communisme en France. Mais bon, c'est Lisez L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, vous verrez lisez L'archipel du Goulag, vous verrez ce qu'était la réalité du communisme et puis, voilà. alors, comment on fait? C'est la question que je te pose aussi à titre perso, hein. Comment on fait quand on est féru d'histoire, quand on veut faire son boulot de journaliste, quand on veut essayer de donner l'information aux gens pour qu'eux fassent des choix en tant qu'adultes et pas juste, en pompant, ce qu'ils ont vu sur internet sans réfléchir, sans allumer 3 neurones? Comment on fait pour pas être catalogué, extrême droite, nazi, communiste, tout ce que tu veux, quand tu commences à parler, à angler un sujet, parce que ça aussi, c'est quelque chose que les gens comprennent pas, mais quand tu es journaliste, le b.a.-ba, c'est de vérifier tes sources, mais le deuxième b.a.-ba, c'est de trouver un angle, à un sujet, c'est-à-dire de choisir délibérément de parler de quelque chose et de pas parler d'autre chose. Donc techniquement, ne pas pouvoir tout dire, mais d'expliquer une chose dans l'histoire et forcément, en fonction de la ligne éditoriale de ton journal ou du programme, idéologique qu'il y a derrière, et du biais de confirmation qu'auront les lecteurs, ton angle va être détourné de sa mission première qui est de donner une partie de l'information pour que les gens, rassemblent tout ça. Comment tu fais toi pour, c'est quoi la solution? Ah bah, la solution, il y en a pas, hein, enfin, ou ça me semble très compliqué, tu le dis très bien, il y a des médias qui ont des angles idéologiques, Libération est antimilitaire, par exemple, donc on sait l'armée sait que quand il reçoit un journaliste de Libération, bah, la couverture risque d'être défavorable ou risque d'avoir, une vision ultra critique. Quand ils reçoivent des médias plus conservateurs, ils savent que la couverture est ça, c'est effectivement, c'est des biais, hein. Après en tant que journaliste au quotidien, il y a ce que j'appelle les deuils, hein, les deuils journalistiques. Tu as envie de parler de tout, tu peux pas. Tu as envie de faire un 600 mots sur telle chose et un 1 500 mots, puis les médias vont te dire oui, vont te dire non. Tu as l'actualité, moi quand je suis revenu d'Ukraine la première fois, j'avais rencontré des humanitaires qui font un travail absolument incroyable sous les bombes et tous les médias m'ont dit j'ai un média, je le citerai pas, mais un média très connu qui m'a dit: «Ce que tu as écrit, c'est génial». Il dit: «Mais tu comprends, c'est les Jeux olympiques».
Et donc, j'ai tu vois ce que je veux dire? Même ça, tu vois, j'ai pas pu, ils m'ont pas pris la pige. Tu as des médias qui te disent: «Ah bah non, là, machin, ça, faudrait reprendre ça, faudrait réécrire. Est-ce que tu nous autorises à réécrire?» hein, ça c'est, voilà, c'est est-ce qu'on peut modifier certaines choses? C'est non. Hem, moi, j'ai la chance et je sais que c'est pas la possibilité pour tous les journalistes indépendants, c'est que moi, j'ai un autre salaire. Moi, je travaille pour l'armée canadienne. Alors là, c'est pas du tout une question de biais. En gros, je raconte le quotidien des unités avec lesquelles qui sont sur la base, ici au Canada. Donc, il y a pas trop de problème. Donc ils me payent bien et en plus, je donne des cours à l'université. Donc moi, j'ai pas de problème de salaire. Donc quand je vais en Ukraine ou quand je vais en Roumanie, j'écris sur ce que je veux écrire et après je propose mes piges. Si je travaillais pour un média de gauche et que j'arrivais en disant: «L'armée, c'est fantastique, ils font un travail machin et cetera», peut-être que la rédaction me dirait: «C'est pas trop ce qu'on veut savoir». Par contre, si tu vas au Niger et qu'il y a un soldat qui a été aux prostituées ou qui a été, faire quelque chose de on aimerait bien avoir un article là-dessus. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. C'est au consommateur de l'information de choisir aussi ce qu'il veut lire. Quand tu as alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas, enfin, j'ai du mal à comprendre, c'est les subventions d'État à la presse. Je suis d'accord pour que l'État subventionne, mais c'est soit tu subventionnes tout le monde, soit tu subventionnes personne. Voilà. Et quand tu subventionnes, il y a une subvention, c'est différent de payer l'ardoise quand au bout de 3 4 années, le média ne marche pas. Si le média ne trouve pas son public, c'est peut-être que les gens ne veulent pas le lire, donc ça veut dire que la couverture médiatique n'est pas la bonne. Hem, Moi, faire payer les impôts des gens pour payer un média qui parle à 30 000 personnes et leur filer 4 millions par an, moi, je trouve pas ça normal. Et à côté de ça, tu as des médias, alors moi, je suis pas un fervent lecteur de Valeurs Actuelles, par exemple, mais alors pas du tout. Mais moi, je trouve inadmissible qu'on donne une certaine somme à des médias de gauche et qu'on donne pas une certaine somme à des médias de droite. En fait, je le comprends juste pas. La pluralité politique, on offre une vision, journalistique. On on dit toujours de la France que c'est le pays le plus libre au niveau des médias, que c'est le pays qui a la plus grande pluralité. Chiche! C'est vrai, on a la plus grande pluralité, mais tu peux pas donner 2 millions ou 3 millions par an à l'humanité et dire que Valeurs Actuelles aura zéro. C'est pas possible. Ça serait l'inverse, ça serait exactement la même chose. C'est voilà. Hem Donc, ces médias amènent un regard sur l'actualité militaire, parce que là, c'est ce dont on parle, sur la réalité, stratégique et cetera. Si tu ne subventionnes pas certains médias, tu vas te priver d'une certaine vision journalistique et si tu te prives d'une certaine vision journalistique et ben, les médias ne font plus leur travail. Selon moi, ils font plus leur travail. L'agora, la vision première de l'échange, c'est l'agora romaine, antique. C'est on donne toutes les informations dans le milieu et les gens décident. Voilà et moi, c'est ma vision des choses et donc quand je viens avec mes articles, j'amène une petite pierre à cet édifice avec mes biais, avec mon angle, avec mes deuils journalistiques. Mais si tout le monde produit la même chose tout le temps, ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien d'aller en Ukraine si c'est produire la même chose qu'a déjà produit le voisin, qu'a déjà produit le voisin, qu'a déjà produit le voisin. Et moi je pense, je suis pas, je suis pas Dorothée, Eric ou je suis pas, enfin il y en a tellement des grands journalistes de guerre, je suis pas Albert Londres ou d'autres, mais je pense que mon article permet une réflexion supplémentaire, une petite vision supplémentaire qui peut-être va permettre de se rendre compte que, bah, non, l'Ukraine, c'est pas que les avions de chasse F-16 que les Américains ont envoyés ou les M1 Abrams ou les, AMX-10 RC. C'est aussi les gars qui sont dans les tranchées ou les gars qui laissent crever leurs copains parce qu'il y a pas de blindés pour aller les chercher sur le champ de bataille. Voilà. Mmh. Ouais, c'est clair. Et je rajouterais juste pour que les gens puissent avoir une compréhension de ce que tu disais sur la question des aides à la presse. En France, les aides à la presse sont calculées sur les nombres de tirages, et sur l'audience. C'est-à-dire que plus le journal, tire de papier, plus il est aidé par l'État, ce qui est assez bizarre. Et d'ailleurs le champion, des aides, de l'État, ben, curieusement, c'est pas, la presse de gauche justement qui est pas très lue parce que Libé, l'Humanité, c'est quasiment plus lu aujourd'hui, enfin, Mmh. comparé aux autres. C'est tout petit tirage et du coup, ils sont plutôt derniers dans le classement et ceux qui sont les plus, aidés, c'est Le Figaro, Les Échos, des titres qui sont possédés par, le mec le plus riche en France. Ce qui est assez étonnant quand même de voir que nos impôts financent ça. Mais bon, si on commence à regarder ce que financent les impôts, je pense qu'on va mal dormir cette nuit. Ah non, je vais mal dormir. Ici, en Amérique du Nord, c'est pas du tout pareil. Aux États-Unis, c'est des grands conglomérats.
ce qui ressemble un petit peu à ce qui se fait en France, la concentration des médias, mais s'il y a pas de subvention. Donc Mmh. tu Ouais, arrives ton média, tu ton média, quoi. ouais, c'est ça et tu te débrouilles et Exactement. Défense Zone n'est pas subventionné. Je le reconnais. Il est subventionné par vous tous, donc merci déjà. Et OK, bah, écoute, merci pour cet éclairage sur tout ça, c'est vachement intéressant. C'est toujours un plaisir de discuter avec des confrères, notamment indépendants parce que c'est une vision que d'autres n'oseront pas dire, en tout cas, en on. Parce qu'en off, tu te doutes bien que, les salariés de grands médias, ils se lâchent bien, mais ils auront pas forcément envie que ça soit enregistré, Mmh. comme certains militaires aussi, hein, ce qui est logique. Hem tu à côté, tu disais que tu es journaliste, militaire, donc en gros, tu es communicant aussi, pour l'armée canadienne? Tu Alors, je suis pas communicant, je suis civil sous contrat militaire. En fait, je suis rédacteur de leur ils ont un journal de base et Ouais. en fait, pour justement éviter d'avoir une vision, relations publiques, ils le donnent à une structure civile qui s'appelle les PSP et donc les PSP m'ont embauché, donc j'ai un contrat militaire, mais en fait, mon rédacteur en chef, ma rédaction en chef, ce sont des civils, donc mais après, voilà, je suis accompagné d'un officier de presse, enfin ça ressemble, je suis comme un journaliste, sauf qu'au lieu d'être rémunéré enfin, je suis rémunéré par l'armée, quoi, donc avec tous ces avantages et tous ces inconvénients. Ouais, ouais et j'imagine que de toute façon, le chemin de fer est validé par l'armée, le sommaire aussi, les articles aussi? Non, ils sont assez cool là-dessus. Il y a une relecture qui se fait, vraiment sur la sécurité opérationnelle, mais vraiment, par exemple, j'ai passé une journée non-stop avec les tireurs d'élite de l'unité enfin l'une des unités et en gros, ils m'ont juste coupé parce qu'à un moment, je donne une indication historique d'un des gars, qui a fait un enchaînement très particulier de 3 théâtres d'opération. Ils sont vraiment pas nombreux à l'avoir fait, mais sinon, j'ai rarement et c'est ça, ce que j'aime, c'est que j'ai rarement de voilà, on me propose des articles, on me dit: «Bah, voilà, on aimerait aussi parler de ça, tu as ton chemin de fer, mais par exemple, je sais pas, il y a un soldat qui a été récompensé pour ça, est-ce que tu peux l'insérer?» Donc il y a ça, mais on m'a jamais dit: «Bah, cet article-là, on veut pas qu'il sorte». Ça m'est jamais arrivé. Mmh. Donc là-dessus, je suis quand même je te dis, l'armée française est l'une des plus, là-dessus restrictives, que j'ai rencontrées. L'armée, ça m'est arrivé avec l'armée canadienne ou même avec l'armée, américaine de monter dans des bâtiments où j'avais rien à faire, pour monter dans un hélicoptère de combat de l'armée, canadienne, j'appelle le matin, à da 2 heures après, je suis dans l'hélicoptère. Je fais la même chose avec l'armée française, il faut 15 jours d'autorisation, hein, donc non, non, honnêtement, c'est différent, c'est plus cool. Ouais, c'est clair. OK. Hem, donc on renvoie les gens vers l'article que tu as rédigé et puis aussi vers, tes réseaux sociaux parce que tu l'as dit au tout début en préambule, tu es, alors est-ce que tu te définis comme influenceur, Ah non. avec tous ces réseaux, avec toute cette audience? Je veux influencer personne, moi je propose mon contenu. Alors le terme influenceur revient, moi je propose des choses, je suis créateur de contenu plus, mais en fait la langue veut qu'aujourd'hui on appelle tout le monde influenceur à partir du moment où tu as une présence. Moi je tiens juste à dire que, quand j'ai commencé Passion Militaria, c'était un forum en 2004, il y avait pas d'influenceurs, il y avait pas de tout ça. Ça a effectivement bougé et maintenant c'est les médias sociaux. Moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça juste pour rencontrer, des gens et ce qui est génial et je vais pas dire, la célébrité parce que c'est pareil, je déteste ça, mais la reconnaissance du milieu fait que ça m'ouvre des portes qu'on m'aurait pas ouvertes. Là, la chaîne YouTube vient d'être lancée et j'ai pu passer 4 heures avec l'équipe qui gère le Tigre 2 du musée des blindés de Saumur. Un char allemand de la 2e guerre mondiale, je suis le seul et ça, ils me l'ont autorisé parce que j'avais une reconnaissance sur les médias sociaux, sinon je ne l'aurais pas eu. Donc non, non, c'est vraiment un kiff énorme. Moi, je le vis vraiment comme un kiff énorme. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est ouais, c'est pas du tout une source de revenus, c'est pas du tout, voilà, je me prends pas la tête. Moi, je fais mes petites publications et je l'utilise à mon petit niveau pour rendre hommage aux militaires, qui nous quittent, qui disparaissent, les vétérans qui décèdent. Là, les 4 soldats américains qui sont morts en Lettonie et cetera et je trouve qu'au quotidien il manque d'une information militaire, heu, elle est traitée par les grands médias, mais je trouve que ça manque un petit peu. Ça manque un petit peu d'un média militaire qui ferait du quotidien, mais même plusieurs fois par jour. J'essaie un petit peu de me positionner là-dessus, mais j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Mais, voilà, je profite. Je Mmh. profite avec Passion Militaire. Donc on parlera pas, d'influenceur. C'est vrai que c'est bizarre quand même comme titre à chaque fois,
Ouais, Ah non, mais c'est ouais. influenceur, pour tout le monde qui nous regarde ou qui nous écoute, influenceur, c'est, la fille qui va vendre, sa crème de jour, le mec qui va j'ai rien à moi, j'ai rien à vendre aux gens, moi, à part mon bonheur, quand ils me mettent sur un char de la Deuxième Guerre mondiale, sinon j'ai rien à vendre et puis moi, je vais te dire, on il y a pas mal de marques qui m'envoient des choses, des bouquins, des machins et cetera. Moi, j'offre tout, honnêtement. Tous les ans, je vais en Normandie, je fais une soirée passion militaria. Il y a une marque, il y a pas longtemps, une marque, je me souviens plus comment elle s'appelle. Ils m'ont fait un espèce de collier avec une épée ou je sais pas quoi, et cetera et le cadeau valait un truc comme 250 € et ils m'ont dit: «Bah, voilà, tu nous as fait de la pub, machin et cetera». J'ai dit: «Non», je dis: «Je vous ai fait de la pub parce que je trouve que votre marque, elle est cool». Voilà et le cadeau, en fait, je l'ai offert lors de la soirée Passion Mita et ça les a fait rire. Ils m'ont dit: «Mais tu es le seul influenceur, en fait, qui ne garde jamais ce qu'on leur donne, quoi». Je dis: «Bah, non», je dis: Ça m'intéresse pas». Là, j'ai récupéré des chaussettes de l'armée américaine. Je le dis tout de suite, je reviens avec une valise, il y a 200 paires de chaussettes que je vais offrir aux abonnés Passion Mita en Normandie. J'ai pas besoin de 200 chaussettes, voilà. Donc c'est voilà, non, c'est vraiment, je profite de ça et le terme influenceur, malheureusement, il est connoté négativement, la fille qui vendait, l'eau de son bain, voilà, je suis pas là, désolé, de toute façon, j'ai une douche, mais voilà, c'est pour dire que je suis créateur de contenu, ça me va très bien. Créateur de contenu historique, ça me va parfaitement. Ouais, fais gaffe, ça commence à être mobilisé, récupéré par les nanas sur OnlyFans, le terme créateur de contenu. Ah, elles sont partout. Dans pas longtemps, on changera encore le Après, terme là. pareil, je veux pas m'ouvrir un OnlyFans, je suis pas sûr que, ça soit ultra pertinent, mais mais oui, non, non, honnêtement, moi, j'adore ce que je fais, hein, mais et en plus, sur un terme, le monde militaire qui est pas créateur de contenu, on est vraiment pas nombreux. Il y a les créateurs de contenu de l'armée, comme Massacre, comme Paper et cetera, et tu as les créateurs de contenu comme moi, comme Romain, Military Machine et cetera, Good Morning Army, bah, que tu as reçu, Yann, Good Morning Army. On est vraiment pas nombreux. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse. Voilà, pas toujours en bien, mais voilà. Donc je pense que dans le futur, on sera très nombreux sur ce créneau. Mmh. Ouais, c'est le contexte géopolitique, est porteur. Exactement, tu as tout à fait, ouais. Et du coup, c'est la transition est toute choisie. On encourage les gens à continuer d'écouter le podcast et notamment cet épisode avec Good Morning Army qui est très sympa où on parle de sa période préférée, qui est la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Donc, les guerres cognac sont super intéressantes aussi. Donc on encourage les gens à écouter ça. Bah, est-ce que tu as un dernier mot, peut-être un dernier, conseil à donner aux gens qui s'intéressent à l'actualité militaire, et notamment à ce qui se passe en Ukraine peut-être? Peut-être ça peut être un conseil sur comment bien suivre l'actualité de ce conflit-là, de façon pertinente? Moi, j'ai envie de dire que ce que vous voyez dans les grands médias, c'est une généralité. Ce sont des choses, il y a ce qu'on appelle dans les grands médias et dans les médias en général, l'agenda setting. L'agenda setting, c'est quoi? C'est ce que la structure politique de l'État envoie aux médias, les grands événements qu'il faut à tout prix couvrir. Voilà, un déplacement présidentiel et cetera. Donc les médias vont s'intéresser d'abord à ces grandes choses générales, à ces grandes choses étatiques et cetera. Sauf que dans une guerre, les grandes choses d'État, c'est loin d'être la totalité. C'est pas parce que, on donne 30 chars à l'Ukraine que les 30 chars vont servir ou que les 30 chars, ils vont tenir au combat ou que ça va mieux se passer sur la ligne de front et cetera. Mais ça, les grands médias le font pas spécialement. Les plus petits médias, les journalistes indépendants, c'est eux, en fait, qui vont aller chercher cette information supplémentaire. Je suis absolument pas là pour dire que je suis Superman, loin de là. Sauf que moi, quand je vais en Ukraine, je suis tout seul. Il y a moi et ma caméra. Quand TF1 va en Ukraine, ils sont 4 ou 5, ils ont une équipe de sécurité, ils ont un fixeur qui les envoie, et cetera. Et donc l'information qu'ils vont récupérer ne sera jamais la même que la mienne. C'est simple, si vous êtes un soldat ukrainien, que vous avez un soldat qui vient se mettre à côté de vous dans les tranchées, qui vous parle, vous rigolez avec lui, et cetera, qui reste 3 4 heures avec vous, bah, vous allez commencer à parler, vous allez commencer à parler de votre famille, de ce qui vous fait peur, et cetera. Quand vous avez une équipe de TF1, de France Télévisions, ils arrivent à 4 avec la caméra, la lumière, et cetera, et qu'il reste 10 minutes. Vous pensez l'information qu'ils vont recueillir, c'est pas la même que la nôtre? Et bah, notre information, et tu l'as dit tout à l'heure, à hauteur d'humain, c'est une très belle formule, à hauteur d'humain, bah, pour moi, la guerre, c'est ça aussi. On a tendance à oublier
que la guerre, c'est pas que, l'artillerie, les canons César. Les canons César, c'est pareil. C'est très bien les canons César, on vend des canons César, c'est très mais au quotidien, est-ce que vous avez des TF1 va aller auprès de personnes qui utilisent des canons César pour passer plusieurs jours avec eux, pour voir comment ça se passe? Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a pas des opérateurs français qui sont dans le coin pour accompagner les canons César? Ce genre de choses. Et bah, ça, ce sont les journalistes de terrain qui le font. Et ce que fait Fred, d'autres le font aussi, mais notamment ce que fait Fred, c'est super important. Donc si vous pouvez aussi porter votre attention sur ce type de médias, ça permet d'avoir une autre vision journalistique. Les grands médias, c'est bien, les petits médias et les indépendants, c'est très bien aussi. Mmh. Et je finirai là-dessus. Super. Mais écoute, je te remercie pour cet échange. Merci pour ta contribution au magazine et Avec plaisir. j'encourage aller lire ça et à bientôt, sur le terrain. À très vite, j'y retourne bientôt, je te tiendrai au courant. Super. Merci beaucoup, Jordan. Salut, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.